Preview. Donc nous sommes au Clos Bourguignon pour la conférence publique de la liste La Renaissance portée par La République En Marche avec la tête de liste Nathalie Loiseau et le numéro 2 de la liste et le numéro 4 qui, je vous rappelle, est quelqu'un de Saône-et-Loire. Donc l'ancien président de la région Bourgogne, président Patria, qui est président du groupe La République En Marche au Sénat, et Dominique Perben, l'ancien maire de Châlons, l'ancien ministre de la Justice. Vous voyez que la salle est pleine, hein. Donc c'était un peu la préoccupation des organisateurs de la République En Marche. Nous sommes pendant les vacances scolaires, donc beaucoup de gens sont partis. C'est le vendredi de Pâques, donc aussi un long week-end. Donc voilà, ils avaient un peu une crainte que cette salle de 80 places à 100 places ne soit pas pleine. Eh bien, elle est pleine. On a dû rajouter des chaises. Voilà. Nous avons la plus jeune européenne qui est là, qui ne votera pas, mais bon, elle a les deux drapeaux. Hein? Ouais. C'est bien. Pas toi. Ah ouais. Normalement, on aura notre interview après la conférence. C'est normalement. Tu ne parles pas du sujet, tu parles pas. Je parle, il y a donc la salle est pleine. Je vais demander aux organisateurs combien de personnes. Combien de personnes à peu près? Centaines, plus de 100? On a passé la centaine. C'est la centaine facile. Ok. On a oublié de remettre des scènes. On va remettre des rangées parce qu'on a encore des gens qui arrivent. Très bien. Donc plus de 100 personnes. Hein. Donc je vous rappelle, nous sommes au Clos Bourguignon à Châlons pour la réunion publique de Nathalie Loiseau, la tête de liste Renaissance portée par La République En Marche. Et donc qui était ce matin à Ruilly à la rencontre de viticulteurs. Et cet après-midi, dans le Charolais, à la rencontre d'agriculteurs, d'éleveurs de viande bovine. Voilà. Et donc là, on l'attend. Hein. Donc vous voyez, elle a fait Ruilly, donc Châlons, le Charolais. Et elle revient à Châlons pour finir cette journée, qui était une journée agricole, puisque ce matin, des vignerons, des viticulteurs. Donc on a évoqué ce matin, bien sûr, le problème du glyphosate, du vin bio, des problèmes des viticulteurs, de la grêle, des conditions atmosphériques. Et donc voilà, donc l'idée c'était que les écolos et les agriculteurs devraient travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions pour remplacer ces produits comme le glyphosate, ces produits nocifs, hein, à la fois pour les agriculteurs, mais à la fois aussi pour les consommateurs, aussi pour les insectes, les abeilles et la terre. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc l'idée c'est de développer le travail ensemble et de créer éventuellement un centre de recherche pour développer ces alternatives au cuivre pour la vigne, au glyphosate pour les cultures genre céréalières, etc. Pour l'instant les alternatives sont un petit peu légères et pas toujours faciles à mettre en place. Donc nous attendons donc les 3 candidats de la liste. Le député Raphaël Gobert vient d'arriver. Donc ce matin, nous avions le député d'Autun,
Mais dont Ruilly dépend le député d'Autun, Robert Roth. Voilà. Et donc nous avons ici 2 députés. L'ancien maire de Châlons, Dominique Perben, qui est là. L'ancien président du conseil régional de M. Patria, François Patria. Nous avons ici aussi le maire de Saint-Désert, M. Christelle. Voilà. Donc nous allons faire un petit tour. Le député d'Autun, voilà, bonjour. Voilà. Monsieur le député, bonjour. Vous allez bien? Et vous? C'est en direct sur Facebook? Ouais. Oh là là. Il y a Rémi Robert. Là, j'ai vu. Bon. Là, donc, en face de moi, le maire d'Autun, député de la République En Marche, Rémi Robert Roth. Voilà, qui était ce matin avec la tête de liste, puisque Ruilly dépend de sa circonscription. Oui, le découpage est un peu bizarre, hein, Ruilly avec Rémi Robert Roth. Nous avons donc devant nous le député de Châlons-Monceau, hein, et donc Châlons est partagé le Grand Châlons est partagé entre 3 députés. Voilà. Donc nous sommes en direct de la salle du Clos Bourguignon où devrait commencer sous peu la conférence publique avec une salle comble, donc plus de 100 personnes, peut-être 120, avec la tête de liste de la liste Renaissance de la République En Marche pour les européennes, bien sûr, Nathalie Loiseau, qui était ce matin à Ruilly chez des viticulteurs, cet après-midi dans le Charolais avec un apiculteur. Voilà. Donc vous êtes en direct de la salle du Clos Bourguignon. Voilà, nous attendons donc les 3 candidats aux européennes de la liste Renaissance de la République En Marche. Donc là, je vous rappelle que la tête de liste est Nathalie Loiseau, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes. Et autrement, le deuxième de la liste, l'ancien directeur du WWF. Et le 4e est un agriculteur de Saône-et-Loire du Charolais. Donc voilà, en direct, nous attendons comme tout le monde. Oh, l'ancien maire du Creusot. L'ancien maire du Creusot, voilà. Alors, nous avons en face de nous le député Raphaël Gauvin et le représentant départemental de la République En Marche. Voilà. Justement, je suis pas sûr de la... À l'extérieur, oui. Donc, normalement, au départ,
Très bien. Moi, je suis bien demain. En ce moment, je m'occupe beaucoup de personnes handicapées, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre leur fin de mois. Donc, à Beaune, je discute un peu avec eux. On voit le monsieur. Ah ouais, et du papier, c'est moins de 1000 pixels. Donc, Monsieur Daniel Deriot, de Vivre à Châlons. Monsieur Daniel Deriot, votre sentiment sur cette réunion? Nous sommes en direct, hein, même chez vous. Pas des... Pas dire des bêtises. Alors, les écologistes ont gagné déjà. Pourquoi? Parce qu'à Canfin, on a... Ah oui. Alors ce matin, je disais, le message entre à Ruilly, c'était il faut que les agriculteurs et les écolos, et dans la liste La Renaissance, le deuxième est un écolo et le quatrième est un agriculteur, il faut qu'ils travaillent ensemble, parce que les agriculteurs sont prêts à abandonner le glyphosate, mais il faut les aider, et pour l'instant, il n'y a pas trop d'alternatives. Voilà. Donc ils ont demandé la création d'un pôle de recherche pour développer des alternatives au glyphosate et au cuivre pour les vignes. Oui. Et aussi donc à Ruilly ce matin, les vignes étaient un petit peu abîmées par le gel. Ah bon? Ouais. Une partie des vignes a été massacrée. Ça, je vais dire bonjour au matin. Ouais. Monsieur Billardon. Monsieur Billardon, voilà. Bonjour, Monsieur Billardon. Bonjour. Vous allez bien? Voilà. Donc les 3 candidats de la liste Renaissance seront devant nous, hein. Et donc il y aura un petit discours de la tête de liste, je pense, Nathalie Loiseau, et après elle répondra, les 3 candidats répondront à questions des usagers. Donc ce n'est pas un grand meeting, ce n'est pas un meeting, ce n'est pas quelqu'un qui parle et les gens qui écoutent, c'est plutôt une discussion, une sorte de débat, hein. Le mot est à la mode, on fait beaucoup de débats. Donc on a eu les débats nationaux et là on a les débats pour les européennes avec 3 candidats, le numéro 1, Nathalie Loiseau, le numéro 2, le numéro 4, qui vont répondre, qui vont parler un petit peu du programme de La République En Marche pour les européennes, donc sur la liste Renaissance, et qui parleront aussi de l'avenir, du présent, de l'avenir, et qui répondront aux questions de la plus de centaines de gens qui sont là. Voilà, nous attendons. Une responsable de La République En Marche qui est inquiète, qui compte. Donc nous sommes au Cobourguignon, je pense que les fumeurs sont dehors. Oui, je sais pas, lui, j'ai vu encore la dernière fois. Chaque fois, je vois. Quand je fais ce fumeur, je vois plus lui que... Voilà. On commence la journée ensemble. Ils arrivent ? Voilà. Ok. Donc les 3 candidats aux européennes viennent d'arriver. Voilà.
Ils arrivent par l'autre côté. Ils arrivent par l'autre côté apparemment, donc nous suivons. Voilà, nous suivons. Donc la conférence publique a lieu au Bourguignon. Voilà, on a perdu les trois, voilà. Nous les suivons. Nous les suivons, voilà, ils vont arriver. Pardon, voilà, pardon. Voilà. Donc les trois candidats sont derrière cette porte. Voilà. Là, ils vont arriver, attention. Donc je vous rappelle que nous sommes au Bourguignon en direct de la conférence publique de la liste pour les européennes Renaissance portée par la République en marche avec la tête de liste Nathalie Loiseau qui était ce matin à Ruilly chez des viticulteurs bio en grande partie et l'après-midi chez des agriculteurs qui font de l'élevage pour de la viande de bovine, du charolais bien sûr, cette célèbre viande. Donc ce matin avec les viticulteurs l'idée c'était qu'il fallait que les agriculteurs et les écolos travaillent ensemble pour essayer de résorber au maximum tous les pesticides, le glyphosate, le cuivre, etc. Trouver des alternances. Apparemment, les agriculteurs et les viticulteurs que nous avons vus ce matin étaient favorables à ça. Ils sont déjà dans ce processus, mais il manque beaucoup d'alternatives. Donc c'est un peu compliqué de remplacer facilement, à moindre coût, le glyphosate qui permet de désherber facilement, mais qui est très nocif à la fois pour les agriculteurs, à la fois aussi pour les consommateurs et aussi pour le sol et pour les abeilles, les insectes, etc. Donc voilà. Donc il faut trouver d'autres solutions et donc c'est un peu compliqué, il n'y a pas de solution miracle, il y a plein de gens qui essaient des choses différentes. Et l'idée c'est de créer un centre de recherche pour permettre à ces agriculteurs d'avoir des produits d'alternance moins nocifs pour l'être humain et moins nocifs pour le consommateur et pour l'environnement. Donc voilà, vous voyez que la salle est pleine. Donc un Bourguignon plein, 120 personnes à peu près. Donc le choix de cette salle qui apparemment est pleine mais qui a été paraissait au départ petite. Bon, le fait, je vous rappelle, nous sommes dans les congés scolaires, donc beaucoup de parents sont partis en vacances et c'est le vendredi de Pâques. Voilà, donc les organisateurs sont agréablement surpris du nombre de spectateurs, de citoyens qui sont là pour écouter et surtout c'est une sorte de débat. Donc il y aura une prise de parole de la tête de liste je pense et des autres colistiers et après ils répondront aux questions des gens. C'est voilà, c'est pas un meeting, c'est une sorte de débat européen cette fois-ci sur l'avenir de l'Europe qui est un avenir important. Ashley. Voilà. Bon voilà, vous voyez, c'est un meeting organisé. Il y a des lumières, des micros, des journalistes, des citoyens. Voilà, l'ancien maire de Châlons, Dominique Perben, ancien ministre, l'ancien maire du Creusot, l'ancien président du conseil régional de Bourgogne, François Patria, qui est chef du groupe socialiste au Sénat. Bon, voilà, on a des hommes politiques un petit peu de la région de Châlons et de Bourgogne avec François Patria. Voilà, donc et bien sûr des militants de la République en marche. Voilà, donc François Patria va sûrement rejoindre et peut-être accueillir les trois colistiers
Donc, nous avons en face de nous le maire, l'ancien maire du Creusot, c'est Billardon. Monsieur Daniel Deriot, de Vivre à Chalon, qui passe. Attention. Voilà. Donc les candidats vont arriver par cette porte avec leur service de presse. Alors, c'était bien l'après-midi? Oui. Mieux que ce matin. Mieux que ce matin? Ouais. Pourquoi? Ah bah, il y avait moins de monde, c'était plus dégagé. Dégagé, ouais. Parce que ce matin, c'est vrai que C'était en extérieur. extérieur, oui. Voilà, la cave, c'était pas facile pour les photos. On peut étriquer plus Ouais. de question de place. Ouais, que ouais. La lumière, on se débrouille. Mais... Je pense. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct du Clos Bourguignon pour assister en direct à la conférence publique de la liste Renaissance portée par voilà, Nathalie Loiseau qui arrive, voilà. Et voilà, ils arrivent. Voilà, Nathalie Loiseau. Voilà. Voilà, un applaudissement pour les trois candidats, les trois candidats de la liste Renaissance. Donc au centre, Nathalie Loiseau. Donc tout à l'heure, on était fort occupé pour mes candidats. Là, le député Raphaël Gobin qui va prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Madame le ministre, messieurs les ministres, messieurs les élus, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je vais vous avouer quelque chose, c'est qu'on a passé une semaine difficile. Notamment Philippe, que j'appelais tous les soirs, toutes les nuits. Mais les derniers pointages, alors j'ai perdu Paris, parce que moi je pensais que je ne dépasserais pas les 100, j'ai perdu Paris. Le dernier pointage, on est 450. Pour vous accueillir, en tout cas on dit qu'il y a les Français ne sont pas passionnés par la campagne européenne. La Chalon ce soir vous démontre le contraire. Alors c'est un meeting un peu spécial, un meeting prolongement du grand débat. Donc, on va vous laisser la parole pendant 10 minutes, pas plus. Après, nos deux candidats vont prendre la parole. Et puis après, on va prendre les questions de la salle. Questions de la salle et réponses rapides, 2 minutes maximum. Vous savez comment ça se passe. Donc, je vous laisse la parole, 10 minutes.
parmi vous. Merci Raphaël Gauvin, merci Rémi Rebérotte, merci François Patria, merci le public Erden, quel plaisir de te retrouver Dominique. Merci aux organisateurs, je sais qu'ils s'inquiétaient de faire une réunion publique juste avant le week-end de Pâques. C'était un peu audacieux, mais la campagne repart et bat son plein. Et on vient de passer une journée formidable avec Jérémy de Serres, qui évidemment est l'enfant du pays, avec qui on a sillonné la région depuis ce matin tôt, et avec Pascal Canfin. Nous avons absolument voulu avoir cette journée ici et pouvoir parler beaucoup agriculture et aussi de beaucoup d'autres sujets. J'ai compris, il faut que je parle 10 minutes, pas plus. Ça va être compliqué, je vais faire un effort pour me retenir et après on va surtout pouvoir échanger, écouter vos questions, vos remarques et répondre. Je voudrais commencer en vous disant que ce soir, on est devant vous avec une liste de rassemblements, d'union, à un moment où la France n'a jamais eu autant besoin de se réunir, de se rassembler. Cette liste Renaissance en est le témoignage. Nous avons rassemblé des hommes et des femmes qui ont en commun de vouloir porter haut et fort la voix de la France en Europe. Cette voix de la France, depuis 2 ans, elle est portée par Emmanuel Macron. Il a retrouvé pour nous le leadership dont la France avait besoin en Europe. Depuis 2 ans, il a d'abord fait campagne à la présidentielle comme un Européen convaincu et exigeant. C'est ça qui a fait que moi je l'ai rejoint dans la campagne de la présidentielle. C'était le seul candidat qui n'avait pas l'Europe honteuse, mais qui avait l'Europe ambitieuse. L'Europe à laquelle il faut demander plus. C'est ce qui nous a réunis, les hommes et les femmes de la liste Renaissance, avec des parcours de vie, des parcours politiques, des parcours de la société civile différents. Nous avions tous quelque chose d'autre dans notre vie et nous avons quand même tous décidé de sauter le pas, de venir nous présenter au suffrage de nos compatriotes parce qu'on est dans un moment historique. Un moment où la France et l'Europe peuvent aller de l'avant, peuvent reprendre une forme de leadership sur le modèle de société que nous voulons, sur la transformation de ce modèle, ce que nous voulons garder, ce que nous voulons transformer, être aux avant-gardes de l'Europe de demain, d'une Europe de liberté, parce que nous savons ce que nous devons à l'Europe, la liberté, la paix depuis des décennies. Ne soyons pas des enfants gâtés, des héritiers passifs, ou assoupis de ce que l'Europe nous a apporté, mais soyons aussi des Européens exigeants. Aujourd'hui, il y a des défis considérables devant nous qui ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. Le changement climatique est le premier de ces défis. Il fait très beau aujourd'hui en Bourgogne, il fait un petit peu trop beau, et ça nous interpelle tous. C'est notre génération qui doit agir. Je ne sais pas combien d'entre vous ce soir ont des enfants. Levez la main, puisque je me fasse une. Ben voilà. Moi je suis en politique parce que j'ai 4 enfants, et parce que je peux la regarder en face, que je veux, quand ils me demanderont qu'est-ce que j'ai essayé de faire, leur dire j'ai essayé d'agir, et même j'y suis arrivée, nous y sommes arrivés collectivement. Répondre à l'urgence climatique, ça suppose de se réunir entre agriculteurs et passionnés de l'environnement. Les agriculteurs sont les premiers passionnés de l'environnement. C'est eux qui préservent nos paysages, c'est eux qui préservent nos territoires, c'est eux qui savent mieux que personne ce que le changement climatique veut dire. On ne fera pas de transition écologique ni sans eux, ni contre eux. Et ce que cette liste offre de tout à fait unique, c'est la capacité de se rassembler, de dialoguer, de se comprendre et de construire ensemble. C'est ce qu'on a fait ce matin, depuis ce matin, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, écouter, dialoguer, chercher des solutions qui ne laissent personne sur le bord du chemin. L'urgence aussi, c'est d'être à la pointe d'une révolution technologique qui doit ressembler à ce que nous voulons. Être à la hauteur des défis, mais à hauteur de l'Europe. La France, l'Europe ont été en pointe des grandes avancées technologiques depuis le 19e siècle. On a des grandes fiertés européennes, Airbus, Ariane. Ça date
qu'aujourd'hui, le changement du monde se fait plus vite ailleurs qu'en Europe. Nous n'avons pas envie de rester au bord du chemin. Nous n'avons pas envie de voir un monde qui se transforme sans nous, qui peut-être ne nous ressemblerait plus d'ici tout simplement quelques années. Là aussi, il y a une urgence à agir, une urgence à avoir une politique industrielle commune, ce que n'a pas l'Europe depuis le début, et une politique industrielle qui nous permet de prendre à bras le corps, par exemple, l'intelligence artificielle. C'est un chantier formidable, on a tous les talents pour réussir ce défi en Europe. Ce qu'il faut, c'est se réunir. On ne le fera pas tout seul. La France, toute seule, aujourd'hui, n'est pas de taille à relever ces grands défis, en particulier face à la Chine, face aux États-Unis, face à des concurrents qui sont des continents. Et quand on pense aux géants du numérique, c'est la même chose. Dire que la France, orgueilleuse, ferait face à tout ça seule, c'est mentir aux Français, c'est mentir aux Européens. Les autres Européens le savent aussi. Un jour, j'étais dans une réunion au Portugal, où un philosophe portugais disait, en Europe, il n'y a pas de grands et de petits pays, il y a des petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. En revanche, en Europe, on est 500 millions. Et 500 millions, ça change la donne. 500 millions attachés à un modèle de société, à un modèle de liberté, un modèle de libre entreprise et un modèle de justice sociale en même temps. Ce modèle, il n'est pas archaïque, il est à la pointe de la modernité si on sait en être fier, le protéger, le promouvoir et se faire respecter. Ce que nous voulons, ce que nous vous proposons, c'est une France et une Europe qui se fassent respecter, qui soient en maîtrise de notre destin. Ça veut aussi dire être en maîtrise de notre sécurité, dans la lutte contre le terrorisme. Là aussi, est-ce que le terrorisme, c'est ce que c'est qu'une frontière? Non. Est-ce qu'en fermant notre frontière, on sera à l'abri du terrorisme? Non. En revanche, en coopérant ensemble, plus et plus fort qu'on le fait aujourd'hui, on sera mieux armés. Aujourd'hui, on en a besoin, avec des États-Unis qui sont devenus imprévisibles. Mon meilleur allié dans cette campagne s'appelle Donald Trump. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce dont il nous menace, doit nous donner envie de nous réunir encore plus que d'habitude. Il ne le sait pas, mais il est pro-européen. Et puis face à une Russie qui, depuis un certain temps, a montré, en Crimée par exemple, qu'elle ne s'était pas remise de son affaiblissement et que pour elle, l'existence d'une Europe unie était quelque chose qui la dérangeait. Là encore, soit nous choisissons de dessiner notre destin ensemble, soit nous en laissons d'autres le décider à notre place et ils ne nous ressembleront pas. Donc si nous voulons nous ressembler, il faut nous rassembler. Ce pays a connu depuis plusieurs semaines des ferments de division, parfois des ferments de violence. Je ne condamne pas, au contraire, l'expression du mécontentement. Cette expression, on la sentait venir, c'était même quelque chose qu'on avait attrapé, compris dans la campagne de la présidentielle. Et nous sommes le résultat de ce mécontentement. Emmanuel Macron a été élu par des Français qui voulaient que la France change. Il faut être à la hauteur de cette promesse. Nous pouvons, nous devons changer, nous avons commencé à le faire. Nous devons reconstruire une unité nationale et la reconstruire aussi par l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a voulu un format grand débat ce soir? C'est parce que l'une des sorties du grand débat, pas la seule, mais l'une de ces sorties passe par l'Union européenne. Nous voulons tous plus de justice sociale et plus de justice fiscale. Et nous savons aujourd'hui qu'une des grandes lacunes, c'est pas qu'il y a eu trop d'Europe en matière sociale ou en matière fiscale, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. C'est qu'aujourd'hui, un boulanger, un plombier de Saône-et-Loire va payer 14 points d'impôt de moins qu'un géant du numérique. Et ça n'est pas possible. De plus, merci, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. On sait qu'en Europe, il y a de l'évasion fiscale, et que ce qui étaient les assis, les habitués de l'Europe, ceux qui aujourd'hui nous ont dit que l'Europe devait changer, quand ils avaient les manettes, ils n'ont rien fait contre ça. Ils n'ont rien fait pour changer les règles de la concurrence, pour faire qu'on ait demain les champions européens dont on a besoin pour peser sur le monde, et dont on a besoin pour les emplois de nos enfants. Là encore, j'y reviens, l'Europe elle est là pour construire notre avenir,
disent qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut détricoter l'Europe, nous promettent le déclin, nous promettent la résignation, nous promettent de sortir de l'histoire et de sortir du monde à un moment où nous avons tous les talents et toutes les valeurs pour être à la pointe de ce que le monde doit devenir. C'est ça que nous vous proposons. Nous sommes des Européens convaincus et des Européens exigeants. Nous ne sommes pas des Européens satisfaits. Moi, j'ai passé 2 ans au gouvernement comme ministre en charge des Affaires européennes, à conduire des changements, à conduire des réformes et à voir les limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas une masse de parlementaires européens qui arrivent au Parlement européen pour faire la différence, pour qu'il n'y ait pas une majorité qui puisse se construire sans nous, sans cette voix française engagée, déterminée, réunie autour de compétences qui sont là, de gens qui porteront ce qu'ils savent faire au Parlement européen, qui sont engagés à y travailler. Ça a l'air d'une banalité. Regardez ce que ceux qui sont aujourd'hui au Parlement européen, ceux qui sont les sortants, ont fait et surtout n'ont pas fait depuis des années. Nous arrivons à la fois avec l'humilité de notre nouveauté. Nous serons nouveaux au Parlement européen, mais nous espérons être différents. Nous espérons surtout vous ressembler. Je crois que cette liste, que j'ai un plaisir immense à conduire, elle a cette particularité. Ce soir, nous sommes 3 colistiers et nous sommes dorénavant 79 candidats. La liste complète sortira la semaine prochaine. Les 30 premiers sont connus. Les 30 premiers sillonnent le pays. Vous les connaissez, vous les voyez, vous les entendez. Regardez nos oppositions. Vous voyez des têtes d'affiche, souvent jeunes, avec un physique avenant. Vous ne voyez pas toujours la petite boutique des horreurs qui se tient derrière. C'est-à-dire des gens qui vont au Parlement européen pour se trouver une place, pas pour prendre leur part de la transformation de l'Europe. Nous voulons prendre notre part. Alors on dit de nous que, et on le dit en tordant le nez, que nous sommes des experts. Si ça veut dire que nous sommes des gens qui avons des convictions, qui avons tous un passé, qui avons tous un engagement et que nous nous engageons à travailler pour les Français, et si c'est ça la différence, c'est ça que nous avons envie de vous offrir ce soir. Sans plus tarder, d'ailleurs, parce que les 10 minutes sont sans doute passées. Oui, merci Raphaël. J'ai 12 minutes. Je vais passer la parole à Pascal Canfin puis à Jérémy de Serres et à tous ceux ensuite qui auront envie d'apprendre. En tout cas, merci d'être là ce soir. N'hésitez pas à nous interpeller, n'hésitez pas à nous faire des propositions, à nous poser des questions. Nous sommes là pour porter les attentes des Français. Notre projet, nous l'avons construit en écoutant les Français pendant les consultations citoyennes sur l'Europe, pendant la grande marche sur l'Europe et pendant le grand débat. Ce projet, nous avons mis un peu de temps à le finaliser parce que ce sont des centaines de milliers de Français qui nous ont aidés à l'écrire. C'est aussi notre fierté. Nous n'avons pas écrit ça en chambre entre 2 apparatchiks qui recopiaient le projet d'il y a 5 ans ou qui disaient le contraire. C'est arrivé aussi. C'est votre projet, c'est la France qu'on a envie de porter dans sa diversité, dans sa beauté. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en dehors de France. Jamais je n'ai autant aimé mon pays et jamais je n'ai autant cru à l'idéal européen que quand je le voyais de l'extérieur de l'Europe. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes rassemblés. À toi. C'est parce que je suis du Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui. Ma région d'origine, c'est le Pas-de-Calais, c'est même plus précisément le bassin minier du Pas-de-Calais, près d'une ville que vous connaissez tous maintenant, qui s'appelle Hénin-Beaumont. Et je ne peux pas me résigner, parce que de nouveau en 2019, le premier parti que la France emploie à Bruxelles et à Strasbourg, ce soit le Front National. Je ne peux pas me résigner au fait que l'image que l'on envoie, c'est d'abord que la France serait représentée. Prendre l'autre micro, il faut que je le tienne comme ça, c'est ça? Comme ça. Voilà. Comme ça. On va dire encore des minutes.
je ne peux pas me résigner à ça. C'est pas possible. C'est pas possible pour la France, en termes d'image, en termes d'influence, puisqu'il faut savoir que à partir du moment où le premier groupe qui représente la France aujourd'hui au Parlement européen, c'est le Front National, et ça veut dire que son influence est nulle, puisqu'il est dans l'opposition permanente, qu'il vote contre tout, quelle que soit la directive, sur le terrorisme, sur le travail détaché, sur autre chose. Et résultat des courses, l'influence française est extrêmement faible. Ça veut dire qu'on ne pèse plus suffisamment en Europe aujourd'hui. Et la seule façon de peser en Europe aujourd'hui et demain, c'est justement de faire en sorte que le 26 mai, au soir, la première liste qui représente la France à Bruxelles et à Strasbourg, ce ne soit pas celle du Front National, ce soit celle de la Renaissance de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous serons au centre du jeu du Parlement européen. On va former, on aura l'occasion peut-être de répondre à vos questions, on va former un groupe central au Parlement européen sans lequel aucune coalition ne sera possible. Et donc on va passer, si nous sommes les premiers, et j'espère que nous serons non seulement les premiers, mais bien devant le Front National, alors on passera d'une situation où la France a perdu son influence à une situation où la France redevient centrale au Parlement européen. Et ça, évidemment, ça changera tout. Ça changera tout sur notre capacité à peser sur les différents dossiers que nous portons. Et parmi les dossiers qu'on porte, il faudra y répondre ce soir, je vais peut-être citer quelques-uns. Le premier, bien évidemment, et c'est mon histoire personnelle, sont les questions de lutte contre le dérèglement climatique. On ne peut pas, Nathalie le rappelait, on ne peut pas faire comme si nous ne savions pas que nous étions la dernière génération à pouvoir agir. On le sait, c'est une certitude scientifique absolue, après il sera trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi la première génération à avoir toutes les solutions entre les mains. On sait faire des maisons à énergie positive, on sait faire des voitures électriques, on sait faire de l'agriculture bio ou de qualité environnementale à grande échelle, on sait faire des énergies renouvelables moins chères, on sait tout faire. Simplement, il faut que les politiques changent d'échelle. Et s'il y a une échelle, un échelon où ces politiques peuvent changer d'échelle et avoir un impact massif, c'est bien évidemment l'Europe. Puisque à 500 millions, le premier marché du monde, la première économie du monde, on peut évidemment transformer les choses à grande échelle. Donc c'est là la mère des batailles. Et il faut la gagner, cette bataille, et c'est pour ça que je m'engage. Et puis ce qu'il y a dans cette liste, que je trouve vraiment très fort, c'est l'esprit de rassemblement, tu l'évoquais. Et il y a peut-être deux personnes qui, par leur histoire, incarnent particulièrement cet esprit de rassemblement, c'est Jérémy et moi-même. On a des histoires différentes, mais on porte le même projet. Et moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma formation politique, dans ma vie politique, dans mon engagement, c'est Daniel Cohn-Bendit, qui disait « Je ne te demande pas d'où tu viens, je te demande d'où tu vas ». Et c'est précisément ça. Si on veut changer les choses, si on veut faire des majorités, si on veut transformer, il ne faut pas demander aux gens d'où ils viennent, ils seraient figés à jamais là où ils étaient, mais où ils veulent aller ensemble. Et où on veut aller ensemble, avec Jérémy, c'est la défense de la politique agricole commune, tu développeras bien évidemment ces sujets, le maintien d'un budget et trois priorités. Trois priorités, la première, c'est plus de revenus pour les agriculteurs. Aujourd'hui, vous le savez, un agriculteur sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Et donc, on va mener ce combat pour plus de revenus pour les agriculteurs. On va mener ensemble ce combat aussi pour plus de protection contre certains accords de libre-échange qui menacent nos modes de production, nos labels, nos standards et nos choix de qualité de vie. Et c'est pour ça, et c'est une mesure très importante, que le président de la République a pris une position forte, c'était il y a une dizaine de jours, je crois, en étant le premier chef d'État au monde à refuser d'engager des négociations commerciales avec notre meilleur allié dans cette campagne, Donald Trump, au nom de la lutte contre le dérèglement climatique. En disant, je ne peux pas ouvrir des négociations commerciales avec quelqu'un qui
passe par pertes et profits, la lutte contre le dérèglement climatique et l'accord de Paris. Soit on joue le jeu de la coopération internationale, soit on joue le jeu du multilatéralisme, soit on ne le joue pas, mais c'est pas à la carte. Et le fait que Emmanuel Macron ait posé cet acte et dit non, je n'ouvre pas, je ne donne pas le mandat à la Commission européenne, ben c'est la première fois qu'un chef d'État le fait. Et d'autres chefs d'État avant lui avaient envisagé de le faire. Nicolas Sarkozy avait dit qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. François Hollande avait dit qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. Emmanuel Macron avait dit qu'il le ferait, et il l'a fait. Et ça, c'est très important. Et pour conclure, on va refaire quelque chose qu'on aime bien faire. C'est les photos, vous pouvez les prendre aussi ici. Depuis des décennies, les écologistes et les agriculteurs sont dans une sorte de guerre culturelle. Et on veut en sortir. On veut en sortir et on veut passer d'une opposition stérile à la construction d'un chemin crédible ensemble. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que ça, parce que c'est ça la démocratie, c'est ça la société dans laquelle on a envie de vivre. Et je te passe la parole. Bonsoir bien sûr à toutes et à tous. Je m'associe aux salutations de Nathalie pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, élus, parlementaires et autres. Et puis, bien sûr, chacune et chacun d'entre vous, je vous remercie de votre présence. Donc, je suis en terre connue, donc il y a nécessité à ce que je me trompe pas trop. Je vous avoue que ça a surpris bon nombre de personnes de me retrouver ou de me voir sur cette liste. Et ben, je suis convaincu encore ce soir, quand on voit les deux brillantes prestations de mes colistiers, que j'ai fait le bon choix. Voilà, au-delà du fait qu'ils me permettent de ne pas trop élargir le discours parce qu'ils ont déjà dit pas mal de choses, je trouve que voilà, il y a une volonté, au-delà du rassemblement que nous formons, de l'union que nous formons, il y a une volonté aussi à laisser la parole finalement à tout le monde et à prendre le temps d'écouter. J'étais hier en meeting en Seine-Saint-Denis, quand je leur ai dit que pour remplir un de leurs immeubles, il fallait 2 fois la population de mon village. Ça leur a déjà montré un petit peu d'où je venais, qu'est-ce que j'allais essayer de leur apporter. Et j'ai trouvé, et c'est ce que je retrouve dans cette liste, chez les gens que j'ai vus hier, une volonté d'écoute de la profession agricole, du monde agricole, une volonté aussi de connaître quelles étaient les pratiques et en quoi l'agriculture pourrait apporter quelque chose aussi finalement à l'ensemble des concitoyens. Donc voilà, j'ai plus besoin aujourd'hui de me poser la question de pourquoi je suis sur cette liste. J'y suis et j'y suis bien et je porterai haut et fort les valeurs du monde agricole, celles que j'ai portées en tant que président des jeunes agriculteurs. Et voilà, je pense qu'avec l'ensemble des composantes de cette liste, nous réussirons à faire en sorte de mener la France dans l'Europe à quelque chose de concret qui servira encore une fois à l'ensemble de nos concitoyens. Je vais m'arrêter quelques minutes quand même sur l'agriculture pour compléter ce qu'a aussi très bien dit Pascal, en disant que voilà, nous devons redonner du sens à la politique agricole commune qui a perdu finalement un peu ses repères et qui ne défend plus correctement les agriculteurs. Ça n'échappe à personne aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve le monde agricole et il y a nécessité à ce que nous retrouvions, et c'est ce que nous ferons avec cette liste et avec ceux qui la composent, que nous retrouvions au niveau européen un courage politique pour dire nous aussi on a une agriculture qui est capable à la fois de produire mais de répondre aussi aux attentes écologiques, aux attentes alimentaires, sanitairement parlant notamment, qui sont celles de notre société.
Et nous l'avons parce que nous avons déjà travaillé sur un certain nombre de points, nous avons déjà fait évoluer beaucoup de choses en agriculture. Et ce que d'autres n'ont pas compris, et ce que ceux de notre liste ont compris, c'est qu'il fallait que ça se fasse avec les agriculteurs, et pas contre, Nathalie l'a rappelé, et qu'il fallait qu'on les accompagne et qu'on se repose sur ce qui avait déjà été fait. Nous avons déjà réduit en France la consommation et l'utilisation de pesticides. Donc nous sommes les mieux placés pour continuer encore, pour faire encore un effort, pour être encore les meilleurs et mettre en avant tout ça. Et nous devons le faire à l'Europe parce que si les autres pays ne nous suivent pas et sont trop loin, eh bien l'agriculture française perdra encore des parts de marché et donc la possibilité que nous avons encore à répondre à l'ensemble des attentes sociétales ne sera plus là. Donc on doit, dans la politique agricole commune, redonner un sens, redécider à qui est-ce qu'on veut finalement donner les aides publiques. Donc ce serait bien qu'on les donne maintenant un peu plus souvent ou de manière un peu plus franche aux agriculteurs qui sont de vrais agriculteurs. Je l'avais dit à notre premier meeting, aujourd'hui, peut-être que certains ne le savent pas, mais la reine d'Angleterre, le prince de Monaco et d'autres personnes qui ne sont pas agriculteurs bénéficient d'aides publiques. Voilà un petit peu ce qu'il y a comme problème en Europe et voilà ce que nous allons essayer de régler. Donc je ne vais pas aller trop loin parce que l'idée c'est quand même qu'il y ait un échange entre vous et nous. Ce que nous allons faire ce soir, c'est tout simplement d'essayer de vous convaincre d'aller voter, même s'il y en a déjà beaucoup qui le sont, et puis parce qu'on va vous apporter tous les arguments nécessaires, et il y a de grandes chances que vous votiez pour nous le 26 mai. Voilà. Bonjour, cher ami. Je suis un paysan, Jean-Pierre de Vigneault, un paysan immigré de Charolais, un Autunois. J'aime bien préciser que je suis un fils d'immigré, pour raisons économiques. J'étais syndicaliste avec le repas de Jérémy, ici en Saône-et-Loire, mais je suis de la génération qui a le plus pollué. Je suis né en 1951, donc on pollue beaucoup depuis 1950. J'ai pollué en tant qu'agriculteur sur mon exploitation. J'ai pollué en allant voir un petit peu les autres agriculteurs dans le monde. J'ai pris plusieurs fois l'avion. J'ai pollué avec mes vaches. C'est ce qui règle le plus le climat dans notre région. Et ça me pose de grosses questions par rapport à ma petite nièce, la petite fille de ma soeur. Elle a 3 ans, la petite. Et si dans 20 ans elle dit le vieux tonton m'a pourri la vie, elle aura raison. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait que nous évoluions, que les générations suivantes évoluent. Qu'est-ce que la politique agricole commune peut apporter comme évolution? Parce que c'est un outil fort, j'en ai beaucoup bénéficié de cette politique agricole commune. Qu'est-ce qu'elle peut améliorer? Merci. D'autres, monsieur. Je voudrais juste faire une remarque constructive. Bon, je suis agriculteur à la retraite, je me suis engagé à distribuer ce tract. Et je suis un peu déçu parce que je ne retrouve pas le niveau de ce que vous avez dit. J'ai écouté Mme Bonino à la radio hier matin. Il manque les choses importantes que vous avez dites dans ce. C'est cette petite remarque pour donner envie d'y aller. Remarque, monsieur. Oui, c'est une question que Madame Lazou, vous pas sans ignorer qu'il y a un collectif d'intellectuels
ce traité de démocratisation propose, d'une manière sans toucher au traité, de détourner cette possibilité de veto. Je voudrais savoir, donc je suis conscient du fait de ce que ça veut dire, de ce que ça voudrait dire, c'est assez complexe à mettre en place. Ceci étant, c'est un projet qui est très abordable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous imaginez que ça puisse être une solution, sachant que cette idée, elle part du principe que c'est des pays qui choisissent? C'est comme si c'était effectivement une Europe à toute vitesse. Tout à fait conscient, mais ça me semble être intéressant. Alors, peut-être la réponse sur la PAC, et puis la question institutionnelle. Rapidement sur la politique agricole commune, qu'est-ce qu'elle peut faire, la politique agricole commune, pour jouer son rôle aussi dans le dérèglement climatique? C'est assez simple, ça peut finir par être compliqué, mais c'est assez simple sur le fait qu'il faudrait que, en gros, elle se fixe des objectifs de résultats et qu'elle gère la question écologique et environnementale d'une manière un peu plus pragmatique. Ce sera sans doute un mot que nous redirons beaucoup pendant cette campagne, mais le pragmatisme sur ces questions écologiques va être de mise aussi. Donc il faut que la politique agricole commune, et ça a déjà été rappelé plusieurs fois par Pascal Confin, puisse aussi, avec les différentes commissions du Parlement, notamment la commission environnement, puisse avoir une logique aussi de résultats. On a discuté avec des agriculteurs aujourd'hui qui nous parlaient des cours d'eau et de leur entretien, donc de l'entretien des rivières notamment. Tout bon paysan dans cette salle, mais je pense qu'il n'y a pas rien que les paysans qui le savent, on a su entretenir les cours d'eau. C'est facile pour que la rivière elle coule un peu mieux. De temps en temps, c'est pas mal, ou c'est pas une bêtise en tout cas de piocher un peu dedans. Ma foi, maintenant, pour qu'un paysan puisse faire tout ça, il faut demander la permission à tout un tas de monde qui n'a jamais vu couler un cours d'eau. Donc voilà, et c'est là-dessus où la politique agricole commune doit retrouver. C'est là-dessus où elle doit retrouver du sens. Voilà, avoir des objectifs de résultats où on fait un peu confiance à ceux qui travaillent la terre notamment, à ceux qui la cultivent, à ceux qui élèvent des animaux, et qu'on leur donne quelques missions. Et si jamais la politique va maintenir un budget important, peut permettre d'accompagner financièrement aussi ceux qui font le boulot correctement, ce ne serait pas une bêtise. Voilà. Là aussi, soyons pragmatiques. Tout ce qu'on peut faire à 28 aujourd'hui, à 27, à 28 demain, je suis désolée, je n'ai plus de boule de cristal, je ne sais plus vous dire combien on sera, pas plus de 28 avant un bon moment, et peut-être 27. Tout ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est bien, c'est mieux. Il y a d'ailleurs beaucoup de sujets sur lesquels maintenant les décisions sont prises à la majorité. Vous ne pensez pas qu'on aurait réussi à encadrer le statut des travailleurs étrangers détachés en Europe si ça avait été à l'unanimité? On n'aurait pas bougé d'un petit peu. On l'a fait à la majorité, simplement après, il faut convaincre ceux qui ont perdu qu'ils n'ont pas tout à perdre et qu'ils ont aussi à gagner dans ce qu'on a fait. On vient de le faire sur le transport routier. Permettre à un chauffeur de camion, mettons polonais ou bulgare, de rentrer toutes les 4 semaines dans son pays d'origine, ce qu'il n'avait pas le droit de faire jusqu'à maintenant, c'est fait. L'interdire de dormir en cabine, mais qu'il puisse dormir dans un vrai lit quand il travaille en Europe, ça y est, c'est fait. C'est passé à la majorité. C'est passé juste, mais c'est passé à la majorité. Donc il y a déjà la possibilité d'avancer à la majorité. Pas surtout. Et le plus gros facteur bloquant, c'est les questions de fiscalité. Parce qu'évidemment, dans nos constructions démocratiques, le consentement à l'impôt, c'est ce qui a créé les parlements nationaux. Donc on a une espèce de jalousie consistant à dire on décide chacun de nos impôts dans notre coin. À partir du moment où on a le même marché, pour un certain nombre d'entre nous, la même monnaie, on se fait concurrence les uns les autres à coup de dumping fiscal, à coup de paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Alors comment on fait pour surmonter ça? On peut essayer de changer les traités, c'est ni un objectif prioritaire, mais c'est pas un tabou non plus. Si on peut y arriver, tant mieux. Et puis quand on n'y arrive pas, on fait ce que vous dites, c'est-à-dire que tous ceux qui ont envie d'avancer ensemble plus loin le font, n'oblige personne
personne qui ne veut pas avancer ou qui n'est pas prêt à y aller. Cette Europe à deux vitesses, c'est pas une Europe avec une première et une deuxième classe. C'est une Europe où on respecte ceux qui ne sont pas prêts, ceux dont l'opinion publique n'a pas envie d'y aller tout de suite, mais qui respecte aussi ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et ça, jusqu'à maintenant, ça a manqué trop souvent. Ça a été possible avec l'euro, on n'a forcé personne. Ça a été possible avec Schengen, on n'a forcé personne et tout le monde peut entrer à condition de remplir les conditions, à condition d'être sérieux. C'est quelque chose qu'on veut remettre à plat, y compris ceux qui sont dans Schengen aujourd'hui. S'ils ne respectent pas un principe qui consiste à contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne et à prendre leur part d'entraide quand il y a un afflux migratoire, nous, ça nous paraît difficile de leur dire vous bénéficiez de la libre circulation alors que vous ne faites pas votre boulot et que vous n'êtes pas solidaire. Ça, c'est pas possible. Ceci étant, je reviens sur les migrants. En 2015, l'Union européenne a été face à un afflux migratoire considérable. Elle a réagi dans l'urgence comme elle a pu. Je ne critique pas, je n'y étais pas, et je pense que c'était très difficile de prendre des bonnes décisions à ce moment-là. Mais on a voulu forcer par la majorité des pays à accueillir des gens qui n'avaient pas envie d'y aller dans des pays qui ne voulaient pas les recevoir. Est-ce que ça a marché? Non. Non, ça a échoué. Et ça ne pouvait qu'échouer. Et nous, on ne va pas s'acharner là-dessus. L'entraide, ça peut prendre tout un tas de formes, à condition que chacun marque une forme de bonne volonté. Et on va continuer, on l'a fait sur l'Europe de la défense. Pendant des décennies, on vous a dit l'Europe de la défense est très important. Pendant des décennies, vous n'en avez pas vu la couleur. Pour une raison que je rappelle, quand même, dans les années 50, le pays qui avait dit non, c'était la France. Et avec notre arrogance habituelle, on ne s'est pas aperçu qu'on avait bloqué tout le monde. Quand nous, on dit non, c'est normal. Quand les autres disent non, c'est contrariant. Il faut qu'on fasse un petit effort aussi pour comprendre ça. Mais on a repris le flambeau il y a 2 ans en disant dans l'Europe de la défense, avec mon ami Trump que je vous ai décrit, avec les Russes, avec le sud de la Méditerranée, peut-être que ça urge. On n'a forcé personne. On a dit on va se mettre à coopérer entre nous parce qu'on préférerait avoir des matériels européens plutôt que chinois ou américains, parce qu'on préférerait savoir travailler ensemble que d'être incapable de le faire. Donc que tous ceux qui veulent et qui peuvent le faire nous rejoignent. Quand on a commencé ça, on a dit oui, tu sais, ça va être sympa, vous serez 4 ou 5 et vous aurez l'air malin. Aujourd'hui, on est 25 sur 27. On a forcé personne. Les 2 autres qui ne veulent pas venir, après tout, c'est respectable. Les 25, ça commence à peser et ça veut dire qu'on commence à faire des choses. Il faut qu'on ait la même logique sur tout un tas de sujets. On essaye tous ensemble. Chaque fois que ça passe, tant mieux, c'est mieux. Si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on va faire sur la taxation des géants numériques? Tout le monde en a envie. Tout le monde en a envie en Europe au niveau des peuples, au niveau des gouvernements. Il y en a 24 qui ont dit oui, 4 qui ont dit non. Ils étaient tout petits, mais il suffisait qu'ils disent non pour qu'on ne puisse pas la faire au niveau européen. Nous, on s'est dit on va la faire au niveau français parce qu'il y a une urgence là aussi. Plus on attend, plus c'est déséquilibré. Si on arrive à mettre fin à cette règle de l'unanimité fiscale, eh ben on le fera tous à la majorité. Si on n'y arrive pas, il y en a 24 qui vont le faire ensemble. Et là déjà, on est 6 au moment où je parle. Donc ça commence et on va poursuivre dans cette direction. Donc je rebondis et j'appuie ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude du micro. Si quelqu'un a des questions à poser sur l'armée, je me tiens à leur disposition. J'ai mon fils qui était à l'état-major à Djamena. Il est rentré le 1er avril, après 6 mois, sans voir ses personnes. Et je me tiens à leur disposition. Mais l'armée, c'est quand même confidentiel. Donc, ils ne peuvent pas tout dire. Mais on ne travaille pas qu'avec l'Europe. Hein. Il est dans un état-major, dans une caserne. J'ai pu entrer dedans, il y a des drapeaux de. Je donne quelques exemples. De Géorgie, de l'Ukraine, je m'arrête là. Il est dans un état-major. Par moment, il est commandé par un Allemand. Au 14 juillet, c'est un Allemand qui était devant son état-major. Les Français, ils sont restés dans leur garnison, ils ont
Mais s'il y a quelqu'un qui veut me poser des questions, oui. D'accord. Merci. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Simonas, je suis lituanien, un étudiant à Sciences Po. Du coup, un vrai Européen, pas très vite pour leur apparition. Et j'ai une question. J'ai une question sur la migration et le climat. Parce que le climat, on ne va pas éviter les conséquences, ça va être impossible. Du coup, comment on va gérer les flux migratoires pour les migrants? Parce que ça n'existe pas. Dublin, ça ne définit pas. Le Temporary Act, Directive, ça ne définit pas. La protection subsidiaire non plus. Du coup, il faut des législations nouvelles, des directives nouvelles pour résoudre ce problème qui va certainement venir. Merci. Merci. Oui, sinon je vais parler. Regardez, juste à votre droite. Je suis originaire de Saône-et-Loire, ça fait 25 ans que je l'ai quitté, j'y reviens souvent. J'ai vu des agriculteurs qui étaient en grande difficulté en Saône-et-Loire, j'ai vécu dans le sud, j'ai vu des agriculteurs qui étaient en grande difficulté là-bas, j'ai vécu dans les Alpes du Sud, j'y ai aussi vu des agriculteurs en grande difficulté, et depuis 2 ans je suis dans le Pout, et je ne vois plus d'agriculteurs en grande difficulté. Alors, je m'interroge, comment se fait-il que dans le Pout, les agriculteurs n'ont pas de difficulté? Eh bien, la raison est toute simple, ils sont indépendants. Ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils transforment leurs produits et ils vendent à la coopérative, dont ils sont actionnaires, le lait à 60 centimes d'euros au lieu de 30 centimes ou de 35 centimes ici. Je ne connais pas le cours exact, mais c'est pas voilà. Vous voyez la différence. Donc la question que je pose aux candidats, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour que les agriculteurs puissent retrouver leur indépendance et sortir d'un schéma industriel où ils sont finalement asservis et forcément exploités. Alors, dernière question, madame. Et après, les réponses. Bonjour, je m'appelle Kaliana Stakoucheva, je suis d'origine bulgare, ça fait 12 ou 13 ans que j'habite en France. J'ai 2 questions qui sont très différentes. J'ai une question plutôt pour madame Nathalie Loiseau qui concerne la corruption dans certains pays européens, et notamment mon pays d'origine. Et comment vous pensez combattre cette corruption? Parce que je ne pense pas qu'on puisse former une Union européenne forte avec tel niveau de corruption, notamment dans les pays de l'Est. Et ma deuxième question, c'est pour vous, Monsieur Canfin, notamment concernant l'Union énergétique européenne, qui est une magnifique idée, qui malheureusement reste pour l'instant plutôt en théorie. Donc, comment vous croyez qu'on doit s'y prendre pour concrétiser cette belle idée d'une Union énergétique européenne qui va nous permettre de diminuer notre dépendance énergétique, de développer le marché de l'énergie au sein de l'Union européenne, mais aussi de protéger d'une certaine façon notre souveraineté européenne, si je puis dire. Et quel est votre commentaire sur la construction de gazoduc Nord Stream 2 qui a déjà commencé? Parce que je pense que mon avis personnel, c'est que ça puisse mettre en danger cette union énergétique. Merci beaucoup.